C'est une journée comme les autres pour Alfred. Il se baisse pour refaire son lacet. À ce moment-là, il perd l'équilibre et tombe sur le sol. Il n'est pas vraiment conscient de ce qui lui arrive, ni de la gravité de la situation. Il vient de subir de plein fouet un accident vasculaire cérébral. Quand je me suis retrouvé ici à terre, je ne sentais rien du tout. J'essayais de me relever, récupérer, et je ne savais pas. Et chaque fois que je me relevais, je descendais. Je me suis retrouvé couché comme ça à terre. Voilà. Alors ma belle-sœur criait « Ne bouge pas, ne bouge pas ». Et quand je me suis retrouvé comme ça à terre, le docteur est arrivé. Voilà. Même scénario pour Patrick. Un matin, il est victime d'un malaise et se retrouve sur le sol, incapable de se relever. C'est mon garçon qui m'a trouvé ici, en train d'essayer de me relever. J'ai essayé de dialoguer un peu avec lui, mais j'étais déjà paralysé dans le visage. Et ce que je lui disais, c'était pas compréhensible, quoi. Patrick, comme Alfred, est victime d'une thrombose, également appelée infarctus cérébral ou AVC ischémique. Un caillot de sang s'est progressivement formé dans une de ses artères cérébrales. La conséquence de cette obstruction, c'est que le sang n'alimente plus la partie correspondante du cerveau. Résultat, des dommages rapides et importants. Ces premiers symptômes, c'est peut-être une paralysie du bras ou d'une jambe d'un côté du corps, un trouble de la sensibilité comme un endormissement ou des picotements d'un côté du corps également, ou bien un trouble visuel comme une vision double, un voile noir sur un œil, ou encore un trouble de la parole comme une difficulté à dénommer les objets ou répéter une phrase. Une autre forme d'AVC, c'est l'hémorragie. Une excroissance remplie de sang qu'on appelle anévrisme se rompt. On parle de rupture d'anévrisme. Le sang se répand alors dans le cerveau. On voit que plus le temps passe, dès les premières minutes et les premières heures, cette zone d'infarctus, de nécrose, va s'étendre progressivement en taille. Et à 6 heures, l'ensemble de la région du cerveau irriguée par l'artère est malheureusement définitivement perdu. Comment entendez-vous, monsieur? Pas très bien. J'arrive pas à bouger mon bras gauche. Pour assurer la prise en charge la plus rapide possible, l'UZ de Bruxelles a développé un système de télémédecine. Dès le transport en ambulance, le patient bénéficie d'un contact avec un spécialiste à distance. Oui, encore. Oui, très bien, ouvrez-le de nouveau. Alors, monsieur, est-ce que je peux vous demander d'essayer de bien écarter le doigt de votre main gauche aussi loin que possible, comme je vous montre ici sur l'écran? C'est impossible, docteur. Est-ce que vous pouvez répéter cette phrase? Il a oublié de rentrer son vélo. Il a oublié de rentrer son vélo. Ok, très bien. Je me trouve ici dans ma voiture et donc on n'est pas obligé de se trouver physiquement dans l'hôpital même pour pouvoir faire une telle téléconsultation. On peut se trouver n'importe où. Et ça, c'est un des avantages de notre système. La prise en charge précoce permet de gagner du temps et d'augmenter les chances de réussite. Car une fois le diagnostic d'un AVC établi, il est important d'agir vite, d'autant plus que le traitement utilisé diffère selon les cas. Le plus courant est la thrombolyse, utilisée contre les caillots. Jusqu'à 4 heures après l'AVC, on peut administrer un médicament dans l'artère. Ce médicament va se fixer sur le caillot et modifier sa composition, ce qui aura pour effet de le dissoudre. En complément, un autre traitement fait son chemin, la thrombectomie. L'idée, c'est de retirer le caillot de l'artère plutôt que de le dissoudre. Pour ce faire, le médecin insère un cathéter dans l'aine du patient pour remonter jusqu'à son cerveau. Grâce au guidage par rayon X, qui me donne une image anatomique à l'écran, je vais pouvoir naviguer par les vaisseaux jusque dans l'artère qu'on a choisi d'aller explorer. Une fois qu'on est dans l'artère cible, comme c'est le cas ici, on va pouvoir réaliser une injection de produit de contraste qui va nous permettre d'analyser cette artère en détail
En faisant tourner la machine tout autour du patient, ça nous permet d'avoir des images qu'on va pouvoir traiter de manière tridimensionnelle pour augmenter encore la précision diagnostique. Ensuite, 2 méthodes sont possibles. La première va consister à tirer le caillot hors de l'artère. Le médecin introduit un filet au-delà du caillot, au travers du cathéter. Il le déploie et peut alors tirer le caillot jusqu'à la sortie. Une autre méthode consiste à aspirer directement le caillot à travers le cathéter. Quoi qu'il en soit, la majorité des patients gardent des séquelles de leur accident. Il peut s'agir de perte de mémoire, de troubles visuels ou d'un déficit moteur. Dans ces cas, les séances de revalidation sont nécessaires. Très souvent, le patient souffre d'hémiplégie, c'est-à-dire d'une paralysie d'un côté de son corps, ou d'une hémiparésie, c'est-à-dire une faiblesse, un manque de coordination. Au CHU Montgaudine, l'équipe du professeur Van der Meeren développe une méthode de neurorevalidation qui combine apprentissage moteur et stimulation cérébrale. Une des approches en neurorevalidation est de modifier l'activité cérébrale pour l'amplifier. Dans le cas de monsieur, c'est l'hémisphère cérébral gauche qui a été touché par l'accident vasculaire cérébral. La commande motrice est croisée, c'est donc la main droite qui est en difficulté, qui est parétique. Si vous voulez bien tendre la main, on va repérer la zone du cerveau qui contrôle la main. Est-ce que vous ressentez quelque chose de désagréable? Pas de désagréable, mais je sens quand même un petit quelque chose. C'est ça, donc là, vous ne faites pas exprès de bouger la main, elle bouge toute seule. Donc ça veut dire qu'ici, on est en plein en regard de la partie du cerveau qui contrôle votre main, et c'est celle-là qu'on va stimuler par la suite pour amplifier la récupération. Une fois la zone repérée, on installe fermement les électrodes. Donc elle va passer assez bas, et puis on l'ajustera pour ne pas que ce soit gênant pour vous. Ceci permet d'avoir un bon contact et d'être sûr que la stimulation électrique sera efficace et va modifier l'activité cérébrale. Est-ce que vous êtes confortable? Oui, ça va. Oui, ça va? Oui. D'accord. Vous déplacez le curseur dans le circuit le plus vite possible, donc vous faites le plus grand nombre de tours possible, tout en gardant le curseur à l'intérieur du circuit. Pendant que vous travaillez, on utilise la stimulation cérébrale non invasive pour amplifier les capacités motrices du cerveau et surtout pour amplifier la capacité d'apprentissage. Grâce aux stimulations cérébrales non invasives, on a la capacité d'amplifier l'effet et sans doute de le garder en mémoire à long terme. Attention, ça va tomber. Hop. Et voilà, c'est fini. Ça va? Est-ce que ça a fait mal? Est-ce que ça a été déplaisant? Non, ça n'a pas fait mal. Non, pas du tout. On sent simplement un petit chatouillement et c'est tout ce qu'on a, quoi. Et alors on voit la performance qui est affichée tout de suite, donc c'est impeccable. Poubelle. C'est plus facile à dire en fait. Hein. Une poubelle. Regardez-moi. Poubelle. Toute seule? Tout. Non, regardez-moi. Poubelle. Poubelle. Ok, on y va. Poubelle. Ok. Avabo. Les troubles du langage sont une autre conséquence possible d'un AVC. On parle d'aphasie. Ma sœur s'appelle Colline. On va chanter à la chorale. Le centre William Lennox de Tigny a développé une technique de revalidation par le chant. Une chorale en milieu hospitalier. Les patients aphasiques se retrouvent une fois par semaine pour faire entendre leur voix. On remarque beaucoup de progrès
progrès chez nos patients, mais on ne peut pas prouver scientifiquement que c'est grâce à la chorale, parce qu'évidemment ils ont de la logopédie à côté, ils font plein de choses à côté, donc on ne peut pas prouver scientifiquement que c'est la chorale qui est à l'origine des progrès, mais par contre je suis persuadée que ça débloque quelque chose chez eux, et puis ça leur procure tellement de plaisir que de toute façon c'est un plus pour nos patients. Mon mari était ici à l'Enox en revalidation, et puis un beau jour je ne le trouve pas dans la chambre et on me dit il est à la chorale. Alors j'ai éclaté de rire parce que j'ai dit mon mari la chorale, mais il ne sait pas chanter, il ne sait pas parler. Et puis je suis arrivée ici et j'ai vu qu'il lisait une partition et qu'il parlait. Et pour moi ce qui a été le plus merveilleux, c'est que la chorale est le seul moment depuis 1 an et demi où j'entends sa voix. Lorsque nous marchons, eh bien, on chante. Quand c'est difficile, on chante les moustiques. Et hop, il est parti. Voilà. On n'y peut rien. Mais ça que les moustiques adorent la musique.